Parcours scientifique. Abdelhamid ibn Badis a grandi dans un entourage pieux, dans une famille bien établie dans la science et le pouvoir. Son père était soucieux de lui donner une éducation islamique spécifique. Au lieu de l'inscrire dans une école française, comme le faisaient les familles aisées, il va plutôt l'envoyer dans une école coranique d'un quartier populaire de Constantine. Ibn Badis commence la mémorisation du Saint-Coran à l'âge de 5 ans, auprès du cheikh Mohammed ibn al-Maddasi, le récitateur le plus célèbre de la ville. L'enseignant est si impressionné par l'intelligence de l'élève et sa qualité de mémorisation qu'il lui confie la présidence de la prière de Tarawih à la grande mosquée alors qu'il n'a que 11 ans. Il continuera de célébrer l'office durant 3 années consécutives. À 13 ans, il achève la mémorisation du Coran. Son père lui célèbre une grande fête et son cheikh lui fait un honneur spectaculaire. L'étude du Coran va former le caractère du jeune Abdelhamid. Il est si touché par celui-ci qu'il bouleverse son âme. Aussi comprend-on aisément pourquoi il consacrera plus tard une bonne partie de sa vie à l'enseignement et à l'exégèse du Coran. Abdelhamid suit assidûment les leçons dispensées dans les mosquées de Constantine. Il ne tarde donc pas à s'engager dans l'étude des sciences islamiques, sur le conseil de son père, auprès du cheikh Hamdan Lounissi, l'enseignant de la grande mosquée de Constantine. Ibn Badis bénéficie de son savoir durant 2 années de 1907 à 1908. Le cheikh Hamdan est l'un des premiers à influencer grandement Ibn Badis dans son éducation et son parcours scientifique. Il lui fait aimer le savoir et lui donne un conseil qu'Ibn Badis appliquera durant toute sa vie. Il lui fait promettre de ne jamais devenir fonctionnaire pour le compte de l'État colonial. Je me souviens avant tout d'un conseil que m'a donné Hamdan Lounissi et d'un engagement qu'il m'a fait prendre. Et je me souviens de l'effet de cet engagement sur ma personne, mon avenir, ma vie et mon histoire tout entière. Je me sens alors redevable envers cet homme d'un bienfait pour lequel je ne saurais trop le remercier. Il m'a recommandé avec insistance de ne jamais m'approcher de la fonction, de ne jamais l'accepter de toute ma vie et de ne pas utiliser mon savoir au service de cette fonction, comme le faisaient mes semblables à l'époque. Fin de citation. Voyage en Tunisie. En 1908, le cheikh Hamdan Lounissi est exaspéré de vivre sous le poids de la domination outrageante des Français. Il quitte donc l'Algérie et émigre à Médine. Avant de partir, il recommande au père d'Ibn Badis d'envoyer son fils à l'université Zeytouna à Tunis afin qu'il termine ses études. En effet, Constantine ne suffit plus à satisfaire l'étudiant insatiable. Le père y consent. Ibn Badis se rend en Tunisie en janvier 1910. Il est alors âgé de 21 ans. Ce voyage a eu le meilleur impact qui soit sur sa formation culturelle et intellectuelle. Il trouve en Tunisie la pensée, le savoir, la culture et la littérature qu'il recherchait. L'université Zeytouna a longtemps été un flambeau de savoir et de connaissances. Il y fait ses études durant 4 ans. Durant un temps, il ne fait qu'étudier, puis il enseignera également. Il s'inscrit auprès des plus grands savants de la Zeytouna, notamment les leaders de la Renaissance intellectuelle, scientifique et réformiste de Tunis. Le penseur Mohammed Tahar Ben Ashur, qui le guide vers l'amour de la langue arabe, et le cheikh Mohammed Nakhli, qui enracine en lui l'idéologie de la réforme. Le mouvement réformiste est très répandu durant la seconde moitié du XIXe siècle, au Proche-Orient et en Égypte. Les cheikhs conservateurs ont d'abord découragé Ibn Badis de fréquenter les 2 lettrés. Il garde donc ses distances dans un premier temps. Puis il a l'occasion de les côtoyer et ils l'ont énormément impressionné. Le jeune Abdelhamid a également étudié auprès du cheikh Mohammed el-Khidr Hussein, un savant d'origine algérienne qui deviendra par la suite grand imam de l'université Al-Azhar en Égypte. Ibn Badis est très sérieux dans ses études. Il est tellement brillant qu'il achève le cursus de la Zeytouna en 2 ans, au lieu des 7 années habituelles. Durant les 2 années suivantes, il enseigne volontairement, comme c'est la tradition de l'université à l'époque. Il est finalement diplômé en 1913, à l'âge de 24 ans. Le jeune Ibn Badis ne se limitera pas au cursus de la Zeytouna, puisqu'il étudiera aussi à la Khaldouniya, les sciences modernes comme l'arithmétique, la géographie, la chimie et la physique, preuve de sa grande détermination et de sa noble ambition. Les cours du penseur et réformateur Béchir Sfar le poussent à s'intéresser à l'histoire et aux problèmes contemporains des musulmans, ainsi qu'à trouver une solution pour repousser le colonialisme et ses effets. L'idée de conscience nationale s'ancre dans son cœur. Retour au pays.
Une fois ses études achevées, et le plus haut diplôme décerné par la Zitouna en poche, Ibn Badis retourne chez lui, animé par une ambition dévorante et habité par la flamme de l'enthousiasme. Il regagne Constantine pour livrer bataille contre l'occupation coloniale, bien décidé à éradiquer l'identité arabo-musulmane de l'Algérie. Il est accueilli par son père en grande pompe, à l'instar des grands dignitaires. Il est très heureux de la réussite de son fils. Ibn Badis racontera que les youyous d'accueil de sa mère lui feront sentir au plus profond de lui-même le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules d'un savant. Abdelhamid est à peine arrivé qu'il ne perd pas son temps. Il se consacre à enseigner son savoir dans la grande mosquée de Constantine en 1913. Il dispense des cours sur le livre Al-Shifa du Qadi Iyad. Mais le moufti de Constantine, le cheikh Moulod ibn al-Mouhoub, intervient. Le cheikh semble en colère, probablement parce qu'il n'a pas été consulté. Il considère sans doute la présence d'Ibn Badis comme une ingérence dans sa fonction et un danger pour son poste. Il est fort à parier que l'administration coloniale mène sa petite manigance en coulisses. C'est alors le début de problèmes pour le jeune Ibn Badis, dont le but est simplement la transmission du savoir. Ses leçons se révèlent anticonformistes, dans le sens où elles représentent un soulèvement contre l'ignorance répandue, les innovations religieuses, les mythes maraboutiques et le fanatisme ambiant, ce qui éveille les consciences et bouscule les valeurs établies. Bien que lancé sur la même voie réformiste, le moufti cherche à empêcher le jeune enseignant de dispenser ses cours. Il charge même quelqu'un de les perturber en éteignant les lumières. Mais Ibn Badis ne cède pas et demande à ses étudiants d'apporter des bougies pour servir de lampe. Face à l'insistance du jeune Abdelhamid, le moufti réagit et ordonne que ses cours cessent définitivement. Tandis qu'Ibn Badis enseigne dans la grande mosquée en tenant un livre ouvert, un homme s'avance vers lui et referme son livre avant d'éteindre les bougies des étudiants l'une après l'autre. Un trouble est sur le point d'éclater entre l'homme et les disciples, à l'intérieur même de la mosquée. Mais le sage éducateur éteint le feu de l'agitation, calme ses étudiants et leur demande de partir en leur annonçant la fin des cours à la mosquée. Le jeune Ibn Badis est véritablement touché par le comportement du moufti. Il y a donc des obstacles et des opposants. Les pensées d'Ibn Badis se bousculent dans sa tête. Il doit décider de ce qu'il va faire. Doit-il renoncer ou faire face à ses adversaires? Ou bien émigrer à l'étranger? Il a besoin qu'on le conseille.